J'ai 26 ans et je vis dans une maison louée avec une mère célibataire de 30 ans et son fils de 6 ans. Avant, je vivais avec quelqu'un d'autre, mais elle a déménagé, et la mère et le fils sont venus habiter ici. Je n'ai aucun problème à vivre avec eux, tout va bien. Chacun suit sa routine. Je passe beaucoup de temps chez mon petit ami ou au travail, et nos horaires coïncident. Alors, nous n'interagissons pas beaucoup, mais quand cela arrive, c'est tranquille. Il n'y a pas de problème de ce côté. Je veux commencer par dire que je sais qu'elle traverse clairement des difficultés financières, mais je ne pense pas que cela soit une excuse. Je ne gagne pas beaucoup non plus. Cependant, j'ai remarqué que ma nourriture disparaissait ou que des parties en étaient prises. J'ai supposé que c'était le fils, alors j'ai demandé si elle pouvait empêcher qu'il mange ma nourriture. J'ai parlé calmement, et elle a simplement dit qu'elle lui parlerait. Au début, ça ne me dérangeait pas trop, mais ça a commencé à m'énerver lorsque je rentrais du travail en espérant avoir assez de restes pour un repas dans le frigo, juste pour voir que quelqu'un avait touché à la nourriture ou qu'il n'y avait plus rien. J'ai continué à mentionner cela à elle, et elle a commencé à s'énerver parce que j'insistais sur le sujet. En les observant, j'ai remarqué qu'aucun des deux ne mange de légumes. Selon le modèle de ce qui disparaissait et de ce qui restait intact, tout ce qui était vert n'était pas touché. Le poulet à la sauce orange disparaissait, mais le poulet au brocoli restait intact. Alors, j'ai commencé à mettre des légumes partout. Je trouve les légumes délicieux, et tout ce qui est vert ou qui n'est pas une pomme de terre n'est pas mangé par eux. Si je mélangeais quelques poivrons dans un plat, tout allait bien. De toute façon, je cuisinais déjà de grandes portions de légumes, donc j'ai commencé à en mettre absolument partout. J'ai fait une casserole de mac and cheese, le plat préféré du fils, et j'ai ajouté du chou de Bruxelles rôti dessus. Pour moi, c'est un délice. De plus, je mange plus de légumes, donc c'est une situation avantageuse pour moi. Elle montrait déjà des signes d'irritation, mais un jour où nous étions tous à la maison, j'ai préparé le mac and cheese. Elle était dans le salon et m'a vu prendre les choux de Bruxelles. Elle a demandé « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?» Puis je les ai versés dans la casserole. Elle a dit que j'étais égoïste et irritante. J'ai simplement répondu que j'aimais les choux de Bruxelles et j'ai continué à manger. Elle a commencé à se plaindre que nous avions besoin de nourriture. Alors, je lui ai dit d'aller acheter des provisions ou d'arrêter de dépenser de l'argent uniquement en aliments transformés, car ainsi son argent durerait plus longtemps. Je pense que dans sa tête, cela semblait être une sorte de vengeance, mais je veux juste pouvoir manger ma propre nourriture. Je tiens à préciser que le problème n'est pas de partager la nourriture. Le problème, c'est d'espérer que la nourriture soit là et de constater qu'elle disparaît tout le temps. Je travaillais toute la journée, rentrais chez moi en espérant avoir assez pour un repas et découvrais qu'il avait disparu ou, sinon, je me levais pressé le matin, avec de la nourriture déjà prête à être mangée, et trouvais le frigo vide. Là, je devais sauter le petit déjeuner. Si seulement elle m'avait envoyé un message demandant « Eh, on peut manger ça ?» j'aurais su et aurais pu m'organiser. J'aurais pu m'arrêter pour manger dehors ou me préparer à cuisiner en rentrant. De plus, je trouve extrêmement irrespectueux de manger la dernière portion de la nourriture de quelqu'un sans permission. Si quelqu'un fait une grande casserole et vous demande un peu, c'est bien, mais si la personne a préparé un repas, il reste une seule portion et vous la mangez sans demander, c'est pure méchanceté. Je n'avais même pas fini de manger qu'elle a recommencé, tu es égoïste. Comment peux-tu ne pas te soucier d'un enfant ? Il a faim. J'ai pris une profonde inspiration, sentant la colère monter. Ce n'est pas une question de ne pas me soucier d'un enfant. C'est le fait que je prépare ma nourriture pour moi, avec les ingrédients que j'achète avec mon argent. Si c'était pour cuisiner pour tout le monde, il faudrait aussi que tu contribues, et cela voudrait dire aider à cuisiner de temps en temps. Mais ce n'est pas comme ça, n'est-ce pas ? Elle a croisé les bras, me regardant comme si j'étais un monstre. Je n'ai pas le temps. Je travaille, je m'occupe de lui. Je fais de mon mieux. Moi aussi, je travaille, j'ai aussi mes responsabilités. Et, aussi dur que tu essaies de te faire passer pour une victime, au final, la seule personne qui cuisine et dont la nourriture est volée, c'est moi. Elle a ouvert la bouche pour répliquer, mais a hésité, peut-être parce qu'au fond elle savait que j'avais raison. C'est injuste qu'il ait faim. J'ai ri, incrédule. À avoir faim ? Il ne meurt pas de faim.
Tu achètes de la nourriture, tu n'achètes juste pas de vraie nourriture. Je vois les paquets de chips, les sodas, les pizzas surgelées. Ce n'est pas qu'il n'a rien à manger. C'est qu'il préfère ma nourriture parce que ta nourriture n'est pas bonne. Et pourquoi je serais obligé de le nourrir? Elle n'a pas su répondre. Nous nous sommes fixés, l'atmosphère chargée de tension. Mon sang bouillait. Elle voulait que je devienne la nounou non officielle de son fils, que je devienne la cuisinière de la maison, sans même me demander si j'étais disposé à cela. Si tu as des difficultés financières, continuai-je, je comprends, mais ça ne justifie pas de prendre ma nourriture sans même me prévenir. Je t'ai déjà dit que j'allais lui parler. Tu l'as dit, mais ça n'a rien changé. Pourquoi ça continue à arriver? Elle soupira bruyamment, se leva brusquement et quitta la cuisine. Le bruit de la porte de sa chambre claquant résonna dans toute la maison. Je soupirai, sentant un goût amer dans ma bouche. Ça n'allait pas bien se terminer. Je suis rentré chez moi après une longue journée de travail, déjà en rêvant du dîner que j'avais laissé prêt dans le frigo. J'avais préparé quelque chose de simple, mais délicieux, suffisant pour durer au moins encore un repas. Mais en ouvrant le frigo, j'ai senti un vide dans mon estomac, ma nourriture n'était plus là. J'ai regardé autour de moi, cherchant des signes que je l'aurais peut-être oublié quelque part. Puis, en me retournant vers la poubelle, mon cœur s'est emballé. Elle était là, jetée. Le contenant encore sale avec les restes de ce qui aurait dû être mon dîner. Le sang me monta à la tête. « Et qu'est-ce qui s'est passé avec ma nourriture ?» demandai-je, la voix déjà chargée d'irritation. Ma colocataire apparut à la porte de la cuisine avec cette expression qui disait qu'elle s'attendait déjà à ce moment. « Il y avait des larves dedans, dit-elle, comme si c'était évident. Quand je suis allé chercher un verre d'eau, j'ai vu une larve sur le bord du pot. Probablement une mouche qui a pondu des œufs par le trou du couvercle. Je n'ai pas trouvé ça sûr à manger, alors j'ai jeté. Je restai sans voix pendant un instant. Cela ne m'était jamais arrivé avant. Nourriture gâtée? Larve? J'étais dégoûté juste à l'idée. Je soupirai, forçant ma colère à s'effacer de mon esprit. Bon, merci, je suppose. Elle avait l'air de penser qu'elle venait de me rendre un grand service. J'étais toujours perturbé, mais je ne voulais pas être irrationnel. S'il y avait vraiment des larves dans la nourriture, elle avait fait ce qu'il fallait. Mais le lendemain, tout changea. Je pris le temps de préparer un plat spécial. J'achetai des ingrédients plus chers que d'habitude. Je me fis le luxe de cuisiner quelque chose de meilleur, quelque chose de plus élaboré, de la viande de première qualité, des épices fraîches, une touche de vin dans la recette, et bien sûr, des légumes. Je m'assurai de remplir le plat de légumes, garantissant que personne d'autre que moi n'y toucherait. Tout était soigneusement rangé dans le frigo, et j'étais satisfait du résultat. J'avais déjà hâte au dîner. Mais quand je suis rentré chez moi ce soir-là et que j'ai ouvert le frigo à nouveau, ma nourriture avait disparu. Ma poitrine brûlait de colère. Quand j'ai ouvert la poubelle et vu le pot là-dedans cette fois encore plein, mon dîner entier, l'odeur délicieuse de la nourriture mélangée à celle de la poubelle, n'a fait qu'empirer ma fureur. Je tremblais. Je suis allé directement à sa chambre et j'ai frappé à la porte sans aucune patience. Elle ouvrit, déjà consciente de la raison de ma visite. « À quoi encore ?»« À quoi encore ?» répétai-je, incrédule. « Tu as encore jeté ma nourriture ?» Elle haussa les épaules, sans une once de remords. J'ai vu une autre larve. C'était probablement la même chose qu'hier. Je restai paralysé un moment, essayant de digérer la situation. Comment ça? Encore? Aujourd'hui, quand j'ai décidé de faire quelque chose de plus cher? Eh bien, je tentais de t'aider. Si tu veux manger de la nourriture pleine de bestioles, c'est ton problème. Ce fut la goutte d'eau. Tu mens. Son visage se durcit. Quoi? Je mens? Mon sang bouillait. Tu as jeté parce que tu ne voulais pas que je mange, c'est pour ça qu'il y avait des légumes, parce que j'ai fait quelque chose de mieux pour moi, et tu l'as simplement refusé. Elle rit, mais son regard vacilla pendant une seconde. Là, s'il te plaît, tu es paranoïaque. Alors, montre-moi. Elle fronça les sourcils. Montre-moi quoi?
Montre-moi la fameuse larve. Tu jettes toujours la nourriture le même jour, tu ne montres jamais rien. Alors, dis-moi que c'était gâté. Elle hésita, me fixant droit dans les yeux. Je ne pouvais pas croire qu'elle faisait vraiment ça. Non contente de laisser son fils manger ma nourriture sans permission, maintenant, elle la jetait juste pour que je ne puisse pas manger. Je serrai les poings, respirant profondément pour ne pas exploser sur place. Je paie pour cette nourriture. Je passe mon temps à cuisiner, à organiser ma vie pour avoir quelque chose de décent à manger après une journée de travail, et tu penses que tu peux simplement décider que je ne vais pas manger? Elle soupira, impatiente. Arrête de faire du drame, achète autre chose et c'est tout. Je vis rouge. Elle croisa les bras, clairement pensant que je ne ferais rien, mais elle se trompait. Parce que ça, c'était la goutte d'eau. Je ne pouvais plus continuer à vivre comme si j'étais le père de famille, payant pour nourrir un gamin qui n'était même pas mon fils et une femme qui se faisait passer pour une victime tout en me traitant comme un cuisinier personnel. Elle avait franchi une limite. Je passais la nuit allongé dans mon lit, incapable de bien dormir, repensant à chaque situation absurde que j'avais tolérée dans cette maison. Depuis le moment où j'avais commencé à remarquer que ma nourriture disparaissait, les excuses bidons, la façon dont elle essayait de retourner la situation et de me faire passer pour le méchant, jusqu'au point culminant de cette mascarade, jetant ma nourriture à la poubelle sans remords, sans même prendre la peine de cacher ce qu'elle faisait. Il était clair que cela ne s'arrêterait pas si je restais là. Elle continuerait à agir de la même manière, en s'attendant à ce que j'accepte et que je me résigne. Mais ce n'est pas moi. Alors, le lendemain, j'ai pris ma décision. Dès que je suis sorti pour aller travailler, je suis passé par l'agence immobilière pour parler directement au propriétaire. Je savais que le contrat était à mon nom et qu'elle n'était là que parce que je l'avais laissé entrer quand mon ancien colocataire était parti. Elle n'avait jamais rien signé. Quand je suis arrivé, j'ai expliqué la situation simplement, sans trop entrer dans les détails. J'ai juste dit que je n'étais pas à l'aise avec la cohabitation et que je voulais mettre fin au bail. Le propriétaire, un homme plus âgé et très direct, a écouté attentivement et m'a posé quelques questions sur les délais et les formalités. Heureusement, j'avais un préavis qui me permettait de partir sans problème majeur. Il a donc accepté la résiliation et m'a informé que si ma colocataire voulait rester, elle devrait signer un nouveau contrat et assumer le loyer seule. C'était tout ce dont j'avais besoin. Avec ça réglé, j'ai passé les jours suivants à planifier mon déménagement. J'ai trouvé un nouvel endroit où vivre, un petit appartement plus proche de mon travail. C'était un peu plus cher, mais ça valait chaque centime pour ne plus jamais avoir à faire face à cette profiteuse. Pendant ce temps, je faisais semblant que tout était normal. Je ne voulais pas lui donner d'indice. Mais le jour où j'ai commencé à emballer mes affaires, elle a remarqué que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle demandé, appuyée contre la porte de ma chambre, regardant les cartons et sacs où je rangeais mes affaires. « Je déménage. » Son expression a changé immédiatement. « Quoi ? Comment ça, déménager ?» J'ai continué à plier mes vêtements sans même la regarder. « Exactement ça. J'en ai marre de cette situation ridicule, alors je pars. » Elle a ri sèchement, croisant les bras. « Et tu penses que tu peux simplement partir comme ça ?» J'ai finalement levé les yeux vers elle. « Je peux, et je vais. J'ai déjà parlé au propriétaire. Le contrat était à mon nom, donc je le termine. Si tu veux rester ici, il faudra signer un nouveau contrat et payer le loyer seul. » Son sourire a disparu immédiatement. « Tu ne peux pas faire ça. » « Je peux, oui. » Elle est restée là, clignant des yeux, comme si elle essayait de comprendre ce qui se passait. « Et comment tu veux que je paie ce loyer toute seule ? » Ce n'est pas mon problème. « Tu es un salaud, » cria-t-elle, perdant complètement patience. « Tu vas me laisser ici avec un enfant sans endroit où aller. Je ne t'ai jamais obligé à venir ici. Tu es venu parce que tu l'as voulu. Ce qui arrive maintenant, c'est ta responsabilité. » Elle soupira, furieuse. « C'est à cause de la nourriture que j'ai jetée. Tu fais ça par vengeance, non ? » J'ai souri, sarcastique. « Je ne fais pas ça parce que j'ai réalisé que tu es une profiteuse. Mais si tu veux appeler ça vengeance, fais-toi plaisir.
Elle est partie en claquant des pieds, fulminant toute seule. Mais je m'en fichais désormais. Les jours suivants, j'ai tenté de garder mon calme pendant que je finissais de tout ranger. Elle, en revanche, a complètement perdu les pédales. Elle a essayé de se disputer, crier, tenter de me faire changer d'avis avec des discours émotionnels sur combien j'étais cruel d'abandonner une mère célibataire. Mais rien de tout cela n'a fonctionné. Et puis, le jour du déménagement, elle a totalement craqué. « Mais tu vas regretter ça », hurla-t-elle alors que je sortais avec ma dernière boîte. « Je te jure, tu vas regretter. » J'ai juste secoué la tête en riant. J'en doute. Elle a encore essayé de m'appeler plusieurs fois après ça, mais j'ai tout simplement bloqué son numéro. Il n'a pas fallu longtemps avant que la réalité ne frappe à sa porte. Incapable de payer le loyer seule, elle a été expulsée quelques semaines plus tard. Et tu sais quoi? Quand je l'ai découvert, j'ai célébré avec un bon dîner cette fois, sans personne pour le jeter à la poubelle. Les jours suivants furent une pure paix. Je cuisinais mes repas tranquillement, laissais des restes dans le frigo, et surprise, ils étaient toujours là quand je revenais. Plus personne ne touchait à mes affaires, plus personne ne prenait ma nourriture sans permission, plus personne ne jetait ce qui m'appartenait. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que j'avais un contrôle total sur ma propre maison. La sensation de liberté était incroyable. Je préparais des repas élaborés sans avoir à me cacher, achetais des ingrédients plus chers sans craindre qu'on les gâche. J'ai même investi dans de meilleurs ustensiles de cuisine. J'étais confortable, tranquille, vivant la vie comme tout le monde devrait. Jusqu'à ce que les messages commencent. Au début, j'ai pensé que c'était une coïncidence. J'ai reçu une notification sur mon téléphone et vu que c'était un numéro inconnu. « Tu es un monstre. Comment peux-tu abandonner une mère et un enfant comme ça ?» J'ai froncé les sourcils, et effacé le message sans y prêter trop d'attention. Mais ensuite, un autre est arrivé, « Tu dois agir en tant qu'homme. Un vrai homme ne laisserait manquer de rien à un enfant. Égoïste. » Puis un autre. Et encore un autre. Soudain, mon téléphone était plein de messages. Puis, un autre message. Et encore un autre. Soudain, mon téléphone était plein de messages. Certains venaient de numéros inconnus, d'autres de faux profils sur Instagram et même Facebook. Certains étaient de simples insultes, d'autres essayaient de me faire culpabiliser. C'est là que j'ai réalisé, c'étaient ses amis. Il ne fallut pas longtemps avant qu'une d'entre elles ne révèle tout, elle vit chez quelqu'un maintenant, sans savoir quoi faire. Tout ça parce que tu as été mesquin et cruel. Tu aurais pu être un vrai homme et l'aider. J'ai ri à voix haute en lisant ça. J'ai pris mon téléphone et répondu, je ne suis pas son père, encore moins celui de son enfant. Ce qui lui arrive maintenant n'est pas mon problème. La réponse est arrivée presque immédiatement, tu n'as aucun cœur. Qui abandonne une mère et un enfant comme ça, surtout quelqu'un qui a partagé un foyer avec eux? Elle n'a rien partagé du tout, ai-je écrit. Elle a simplement profité de l'espace que je payais et s'est servi du fait que je cuisinais. Si tu veux tant t'aider, pourquoi tu n'ouvres pas ta maison pour elle? Après ça, silence. Mais d'autres messages ont continué d'arriver. Des gens que je n'avais jamais vus de ma vie m'insultaient, me traitaient de monstre, de froid, d'égoïste. Certains essayaient même de jouer les conseillers, tu n'es peut-être pas le père de cet enfant, mais un vrai homme protège ceux qui en ont besoin. La vie fait des tours. Un jour, tu pourrais avoir besoin d'aide, et personne ne te tendra la main. Le minimum que tu aurais pu faire était de continuer à payer le loyer jusqu'à ce qu'elle se reprenne. Tout cela devenait pathétique. Un par un, sans patience pour répondre. Mais le clou du spectacle est arrivé quand elle-même a essayé de me contacter après avoir été expulsée. Après avoir envoyé toutes ses amies m'attaquer, elle a finalement décidé de m'envoyer un message. Et quand j'ai vu ce qu'elle avait écrit, j'ai réalisé qu'elle pensait vraiment que j'étais obligé de résoudre ses problèmes, tu m'as détruite. Tu m'as mise dans cette situation. J'espère que tu es fier de toi. Tu m'as jeté dehors avec mon fils, sans une once d'hésitation. Tout par vengeance. Tu as obtenu ce que tu voulais, me voir au fond du gouffre. Alors dis-moi, tu es heureux. J'ai ressenti un mélange de colère et d'amusement en lisant ça.
J'ai saisi mon téléphone et tapé calmement, je n'ai rien fait d'autre que quitter une maison où ma nourriture était volée et jetée. Tu t'es mise dans cette situation toute seule. J'ai simplement arrêté de payer pour ta vie. Bonne chance. Envoyé et bloqué. Je pensais que l'histoire s'était terminée quand j'avais déménagé, mais apparemment certaines personnes pensent qu'un homme seul doit automatiquement devenir responsable d'une femme et de son enfant, même si cela ne le concerne absolument pas. Mais je m'en fichais. Ma nourriture restait dans le frigo, ma maison était propre et tranquille, et enfin ma vie m'appartenait. Je pensais que tout était fini. Les messages avaient cessé, les tentatives de contact de Mariana et de ses amis avaient disparu. Ma vie était paisible. Je cuisinais tranquillement, mes affaires étaient là où je les avais laissées, et il n'y avait personne pour me perturber ou essayer de me faire culpabiliser pour ne pas avoir financé la vie d'une femme qui n'avait jamais eu quoi que ce soit à voir avec moi. Je croyais que tout était réglé. Mais je me trompais. Le pire était encore à venir. C'était un matin ordinaire. Je venais juste de me réveiller et j'étais dans la cuisine en train de préparer mon café quand j'ai entendu des coups à la porte. J'ai trouvé ça étrange. Je n'attendais personne. Peut-être une livraison ou un voisin. Mais quand j'ai ouvert, j'ai vu un homme en costume tenant une grosse enveloppe et arborant une expression beaucoup trop sérieuse pour quelque chose de bon. « Vous êtes Lucas Almeida ?» demanda-t-il, professionnel et direct. « Oui, c'est moi. » Il me tendit l'enveloppe. « Vous êtes cité dans ce procès. » Mon esprit s'est figé. « Procès ? Quoi ? » J'ai pris l'enveloppe sans bien comprendre, et quand j'ai vu le nom de la plaignante, j'ai senti une oppression dans ma poitrine. C'était Mariana. J'ai rapidement ouvert l'enveloppe et commencé à lire. Mon cœur s'est accéléré alors que mes yeux parcouraient ces lignes absurdes, action de pension affective. Plaignante, Mariana Castro. Requérant, Matteo Castro, mineur. Mes mains tremblaient de colère. Mariana me poursuivait en justice, demandant une pension pour son fils. La justification ? Selon elle, le garçon, Matteo, avait développé un lien affectif avec moi et souffrait désormais émotionnellement de mon absence. Comme figure paternelle, j'avais, paraît-il, l'obligation de continuer à fournir un soutien financier. J'ai senti mon estomac se retourner. Ça ne pouvait être qu'une blague. Et c'est absurde, ai-je crié, incapable de cacher mon indignation. L'huissier a soupiré. Il avait probablement vu ce genre de réaction des centaines de fois. Je ne fais que livrer la documentation, monsieur Almeida. Si vous souhaitez contester, votre avocat pourra s'en charger. L'audience initiale a déjà été fixée. Ma tête tournait. Je voulais hurler, insulter, demander comment diable c'était possible. Mais l'homme ne faisait que son travail. J'ai pris les documents et fermé la porte sans un mot de plus. Je me suis assis sur le canapé, parcourant le document encore et encore, essayant d'absorber cette folie. J'avais bien vécu dans la même maison que le garçon, oui, mais cela ne signifiait pas que j'étais un père pour lui. Je n'avais jamais joué le rôle de beau-père, jamais assumé aucune responsabilité à son égard. Je cuisinais pour moi, et il mangeait parce que sa mère le laissait faire. Et maintenant, à cause de ça, elle pensait que je devais payer une pension. Ma colère augmentait à chaque ligne que je lisais. Mariana affirmait que Matteo était émotionnellement perturbé depuis mon déménagement, qu'il me demandait, qu'il se sentait abandonné. Que, comme figure paternelle, j'avais l'obligation de continuer à fournir un soutien financier pour son entretien. C'était de la folie. Le pire, c'est que je savais que, malgré l'absurdité, ce genre de procès existait vraiment. J'avais déjà entendu parler de cas où des juges avaient donné gain de cause dans des affaires de pension affective, obligeant des hommes à payer une pension pour des enfants qui n'étaient même pas biologiquement les leurs, simplement parce qu'ils avaient créé un certain lien. Mon esprit était en choc. Je n'avais jamais voulu m'impliquer avec cette femme. Je n'avais rien fait de plus que lui permettre de vivre dans la maison que je payais. Et maintenant, pour avoir ouvert ma porte à la mauvaise personne, j'étais traîné dans une bataille judiciaire complètement absurde. J'ai senti un nœud dans ma gorge. Un mélange de haine, frustration et tristesse m'a submergé d'un coup. Tout cela arrivait parce qu'un jour, j'avais essayé d'être une bonne personne. Et maintenant, je voyais clairement que c'était la plus grande erreur de ma vie.
Le jour de l'audience est arrivé plus vite que je ne l'aurais imaginé. Je savais que le système favorisait souvent les mères, et Mariana s'était probablement déjà préparée pour jouer la victime. Je m'imaginais qu'elle entrerait dans la salle avec cet air de pauvre femme souffrante, utilisant son fils comme pièce maîtresse du théâtre qu'elle avait monté. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand je suis entré dans le tribunal, j'ai vu Mariana assise à côté de son avocat. Elle portait des vêtements simples, avec une posture baissée, comme si elle souffrait atrocement de tout cela. Excellente actrice. De l'autre côté, il y avait moi, avec mon avocat à mes côtés, essayant de garder mon calme. Mais dès que j'ai regardé devant moi et vu Matteo, son fils, tout est devenu plus clair. Le garçon semblait répéter. Il m'a regardé avec un mélange de confusion et d'incertitude, comme s'il avait répété ce qu'il devait faire là. La juge responsable de l'affaire était une femme, la juge Camilla Antune. À son regard sérieux, j'ai compris que ce théâtre ne fonctionnerait pas aussi facilement. L'audience a commencé. L'avocat de Mariana s'est levé et a commencé à plaider. Il a déformé toute l'histoire, disant que j'avais été une figure paternelle dans la vie de Matteo, que l'enfant se sentait abandonné et que mon départ soudain avait causé de la souffrance au petit. Ce qui m'a le plus irrité, c'est quand il a affirmé que je prenais soin et nourrissais le garçon, comme si j'avais pris la responsabilité de lui. J'avais envie de rire face à tant de culot. Après un long discours mélodramatique, Mariana a commencé à parler également. Sa voix était chargée d'émotion, ses yeux légèrement humides, et elle tenait même la main de son fils, comme si elle voulait le protéger d'un grand méchant. Toutes les nuits, Madame la juge, mon fils ressent le manque de Monsieur Lucas. Je veux juste justice pour lui. J'étais sur le point d'ouvrir la bouche quand Matteo, innocent comme tout enfant, s'est tourné vers elle et a demandé « Maman, c'est qui qu'on appelle papa ?» Le silence dans la salle fut assourdissant. Même son avocat a écarquillé les yeux. Mariana est restée figée. La juge, qui jusqu'alors écoutait tout avec patience, a incliné la tête et plissé les yeux. « Madame Mariana, pouvez-vous m'expliquer cela ?» Mariana a ri nerveusement, essayant de minimiser. « Oh, les enfants, hein ? Ils se mélangent. Il a toujours vu Monsieur Lucas comme une figure paternelle. C'est normal qu'il ait des questions. » Mais les dégâts étaient faits. La juge s'est tournée vers Matteo avec une expression plus douce. « Mon petit ange, puis-je te poser une question ?» Matteo a regardé sa mère, qui le fixait d'un regard qui disait « Ne dis rien ». Mais, comme tout enfant, il a suivi simplement sa sincérité. « Tu prenais la nourriture de Monsieur Lucas ?» Mariana a serré le bras de son fils avec force, mais le garçon, sans comprendre le problème, a simplement répondu « Oui, maman disait toujours de prendre parce qu'il faisait à manger super bon. » Cette fois, Mariana s'est figée. J'ai vu mon avocat retenir un sourire, et la juge s'appuyer sur ses coudes, me regardant directement. « Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet, madame ?» Mariana a tenté de répondre, secouant la tête. « C'est une histoire d'enfant. Il ne comprend pas bien. » La juge a fait un geste pour qu'elle se taise. « Monsieur Lucas, pouvez-vous clarifier, combien de temps avez-vous vécu ensemble ?»« Moins d'1 an, votre honneur. » Les yeux de la juge ont brillé. De surprise. Moins d'1 an, et Madame Mariana croit qu'il a créé un lien paternel au point de réclamer une pension. L'avocat de Mariana, voyant que les choses s'effondraient, tenta d'intervenir. « Votre honneur, la durée de cohabitation n'annule pas l'impact émotionnel. » Mais la juge leva la main, l'interrompant. « Si, maître. Nous ne parlons pas d'une relation longue. Nous ne parlons pas d'un père de considération et qui a élevé l'enfant pendant des années. Nous parlons d'un homme qui a simplement partagé un espace avec Madame Mariana pendant une courte période, sans aucune responsabilité légale ou émotionnelle envers Matteo. » La juge se tourna vers Mariana. « D'après ce que j'ai vu jusqu'à présent, vous n'avez pas seulement permis, mais encouragé votre fils à profiter de la nourriture d'un homme qui n'avait aucune obligation de prendre soin de lui. Et maintenant, vous venez dans ce tribunal pour tenter d'extorquer de l'argent à cet homme. » Mariana ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. La juge prit les papiers du dossier et soupira. « Tout cela est une perte de temps complète. » Elle me regarda. « Monsieur Lucas, vous êtes totalement libre de cette accusation.
le jugement est en votre faveur. Mon âme semblait avoir quitté mon corps. J'avais gagné. Mais alors, la juge fit quelque chose que personne ne s'attendait à voir. Elle se tourna vers Mariana et prit un autre document. Compte tenu des tentatives claires d'abus du système et du temps judiciaire, ainsi que du fait que M. Lucas a dû dépenser de l'argent et du temps pour se défendre contre cette accusation absurde, je vous inflige une amende, Madame Mariana. Mariana écarquilla les yeux. Quoi? Vous devrez indemniser M. Lucas pour dommages moraux et frais de justice. Le choc fut immédiat. Son avocat tenta d'argumenter, mais fut ignoré. Mariana commença à pleurer, mais la juge resta impassible. L'audience fut levée comme un poids enlevé de mes épaules. Mariana quitta le tribunal en larmes, mais je n'éprouvai aucune once de pitié. Depuis ce jour, elle ne s'est jamais approchée de moi, n'a jamais essayé de me contacter à nouveau. Après tout cela, j'ai appris une leçon précieuse, ne plus jamais ouvrir mes portes à ceux qui ne le méritent pas. Je n'ai jamais été le genre de personne à garder rancune. J'ai toujours essayé d'avancer, d'oublier les mauvaises situations et d'apprendre d'elles. Mais cette histoire, cette expérience, a été un véritable test pour ma patience et ma santé mentale. Je pense encore à la manière dont tout cela a commencé, si simplement, quand Mariana a emménagé dans la maison. Je n'avais aucune grande attente, et je n'imaginais pas qu'elle deviendrait un problème. Je pensais que ce serait comme n'importe quel autre colocataire, quelqu'un qui paie sa part, respecte l'espace des autres et mène une vie indépendante, comme moi. J'ai été naïf. Petit à petit, elle a commencé à franchir les limites, à exploiter la situation, à faire semblant que ce qui était à moi lui appartenait aussi. Et pire encore, que son fils avait également des droits sur ce que j'avais acquis grâce à mes efforts. Et c'est là que beaucoup de gens ne comprennent tout simplement pas l'absurdité de la situation. Le simple fait que vous ayez un enfant ne signifie pas qu'il devient la responsabilité du monde entier. Mais certaines mères pensent que oui, qu'elles et leurs enfants doivent être le centre de l'univers, que le simple fait d'avoir donné naissance transforme leurs enfants en petits rois et reines que nous devrions tous aduler, entretenir, soutenir et pour qui nous devrions nous sacrifier. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne suis pas un père, je ne l'ai jamais été, je ne l'ai jamais voulu, et pourtant on a essayé de m'y forcer, comme si c'était mon devoir d'assumer quelque chose que je n'avais jamais demandé. Ce qui me révolte le plus, c'est comment Mariana a essayé de manipuler même son propre fils pour obtenir de l'argent. Je n'oublierai jamais le moment exact où Matteux, dans l'innocence d'un enfant, a demandé « Maman, c'est qui qu'on appelle papa ?» C'est là qu'il est devenu évident qu'elle avait entraîné son propre fils à mentir, à jouer un rôle devant le tribunal, tout pour extorquer de l'argent de moi. Quel genre de personne fait cela? Une égocentrique, une femme qui pense que parce qu'elle a décidé d'avoir un enfant, le monde entier doit tourner autour d'elle et de son enfant. Mais la vérité, c'est que le monde ne doit rien à personne. Si vous décidez d'avoir un enfant, c'est votre responsabilité de le prendre en charge, de l'élever, de l'éduquer, de le soutenir, de le protéger. Ce n'est ni celui de la société ni d'un inconnu qui a vécu quelques mois avec vous. C'est cette leçon que Mariana n'a jamais comprise. Le plus ironique, c'est que si elle avait été une personne au moins un peu décente, peut-être que je l'aurais aidée à certains moments, pas avec de l'argent, mais peut-être avec un coup de main ici et là, comme n'importe quel colocataire le ferait. Mais elle a choisi la voie de la manipulation, du chantage émotionnel, de l'exploitation. Et, à la fin, elle a payé le prix pour cela. Et moi? Comment suis-je après tout ça? Au début, j'étais révolté. Je n'arrivais pas à croire que j'avais failli être forcé à payer pour un enfant qui n'était pas le mien, avec qui j'avais à peine cohabité, tout ça parce que quelqu'un avait essayé de détourner les lois à son avantage. Mais ensuite est venu le soulagement. Le soulagement d'avoir gagné, d'être sorti indemne, d'avoir vu la justice être rendue pour la première fois depuis longtemps. Mariana a essayé de me tromper, de me traîner dans un trou qui n'était pas le mien, et elle s'est brûlée. Aujourd'hui, ma vie est plus tranquille que jamais. Mon frigo reste plein, et personne ne touche plus à ma nourriture sans permission. Ma maison est propre, et personne ne la traite plus comme un refuge gratuit. Je vais au travail, je rentre chez moi, et je n'ai plus à gérer de disputes, de chantage ou de messages ridicules de gens qui pensent que le monde entier doit s'occuper de leurs enfants. Et vous savez quoi? Je ne me suis jamais senti aussi bien. Si j'ai appris quelque chose de tout ça,
c'est qu'on ne peut pas m'obliger à assumer une responsabilité qui n'est pas la mienne. Et je ne laisserai plus jamais quelqu'un essayer de faire ça à nouveau. Oui.